Pierre Bretonnier est connu aujourd'hui pour ses pics d'actu, largement vus sur les réseaux sociaux. Mais on ne doit pas oublier qu'il a été l'un des signataires des accords de Matignon, puis premier vice-président de la province Sud, alors dirigé par Jacques Lafleur, au sortir des événements de 1984. À ce poste privilégié, il a été aussi le témoin des opérations de développement de la Nouvelle-Calédonie et de la province Sud, et en particulier le développement de ce qui est devenu l'usine du Sud. Une usine d'abord construite au millième par Inco, alors leader mondial du nickel, puis la décision, à la suite de l'invitation par Jacques Lafleur de son président, le président d'Inco en Nouvelle-Calédonie, pour la construction de l'usine Grandeur Nature. Il est bon de rappeler que cette usine hydrométallurgique, expérimentale alors, a été pratiquement la première au monde à être mise au point. Nous accueillons aujourd'hui Pierre Bretonnier. Pierre Bretonnier, bonjour. Bonjour. Comme je le rappelais, vous avez été donc au cœur de cette aventure à la province Sud. Est-ce que vous pouvez nous en rappeler le menu ? Oui, je me rappelle très bien que Inco voulait donc s'installer dans le Sud et que ça rencontrait la volonté du président de la province Sud de l'époque qui était Jacques Lafleur, et j'ai pu assister à Toronto à la construction d'une usine, de ce qui est devenir l'usine du Sud, au millième, c'est-à-dire pas tellement plus grande, à peine 2 fois plus grande que cette table. Et elle fonctionnait. Et elle fonctionnait. Et ensuite, ils ont décidé de faire une usine pilote, qui elle alors devait être au 10e, si ma mémoire est bonne, et qui a resté assez longtemps pour confirmer que le système fonctionnait, avant qu'enfin toutes les autorisations nécessaires soient demandées et obtenues. Et ensuite, c'était un peu, j'allais dire un parcours du combattant, mais ça n'est pas exact, parce qu'il y avait quand même une volonté assez générale de voir cette usine s'installer, aussi bien que celle de l'usine du Nord d'ailleurs, et aussi bien que le développement de la SLN. Le président d'Inco, Scott Hahn, avait été invité personnellement en Nouvelle-Calédonie par Jacques Lafleur ? Absolument, j'ai participé aux discussions de l'époque. C'était des discussions extrêmement importantes, dont un jour peut-être on fera la synthèse. Et je me rappelle déjà qu'à l'époque, il était question d'une union entre la SLN et Inco de l'époque pour exploiter Prony et les autres massifs du Sud. Et à l'époque, donc, l'avenue de Scott Hahn, qui avait scellé la décision d'Inco de construire cette usine dans le Sud, avait été accompagnée par la Nouvelle-Calédonie, qui avait créé le cadre juridique et fiscal propice à accueillir un investissement considérable international. C'est exactement ça. C'est-à-dire que je crois que les gens n'imaginent pas l'accord général en Nouvelle-Calédonie sur la construction de cette usine, comme sur celle de l'usine du Nord d'ailleurs. Et quand il y a eu un projet donc de défiscalisation et de stabilisation fiscale sur 15 à 20 ans pour ces entreprises, ben figurez-vous, rappelez-vous, puisque vous étiez vous-même élu à l'époque, que ça a été voté à l'unanimité du Congrès et à l'unanimité des 3 provinces. Donc voilà la réalité, c'est qu'il y avait un accord absolument général de tous les partis politiques et donc de tous les gens qui appartenaient à ces partis politiques, pourtant d'opinion souvent quelquefois inverse. Eh bien malheureusement, cet accord d'il y a 20 ans, 30 ans, a fait place aujourd'hui à un désaccord qui se traduit par la mise en danger de cette fameuse usine dont Pierre Bretonnier rappelait la genèse en quelque sorte, l'usine du Sud. Nous sommes aujourd'hui dans une situation conflictuelle, certains disent semi-insurrectionnelle, qui nous rappellent les événements de 84, mais qui en sont profondément différents. Il est question évidemment de la filière minière et métallurgique du nickel. Est-ce que cette filière est importante pour la Nouvelle-Calédonie, Pierre Bretonnier? Évidemment, le nickel a toujours été à forger l'histoire de la Nouvelle-Calédonie. Tous les centres miniers sont devenus des petites villes ou des villages,
Et donc le développement de la Calédonie est inséparable du développement du nickel. Aujourd'hui, si le nickel, si la filière s'effondrait, aujourd'hui on parle donc arrêt de l'usine du Sud, mise en danger de la SLN, et forcément Cognambo ne pourra pas perdurer dans ces conditions-là. Est-ce que la mise en danger de la filière nickel pèse sur les autres secteurs d'activité de la Nouvelle-Calédonie et sur les finances publiques? Mais c'est extraordinairement important ce qui se passe. On parle souvent de 3000 emplois, c'est probablement plus à mon avis. Mais 3000 emplois, on ne voit pas que c'est 3000 familles d'abord. Et que si on compte une famille de 4 personnes, ça fait 12 000 personnes. C'est-à-dire que 12 000 personnes sont impactées seraient impactées ou sont déjà impactées par l'arrêt de l'usine du Sud. La SLN, c'est encore plus important. La SLN, c'est pas 3000 emplois, c'est près de 10 000 emplois directs ou indirects. Et donc, si vous faites le même calcul, c'est 40 000 personnes. C'est-à-dire que c'est une catastrophe pour la Nouvelle-Calédonie qu'on a peine à imaginer. Et c'est évidemment une catastrophe pour les finances publiques, et notamment pour la CAFAT. L'arrêt de l'usine du Sud et ce qui risque de se passer pour la SLN, ça veut dire la mort de la CAFAT, il faut bien être clair. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de cotisations sociales qui vont entrer, puisque tous ces emplois ont été perdus. Il n'y a plus de fiscalité, parce que tous ces employés paient des impôts sur leurs revenus, mais sur les taxes, sur les produits qu'ils achètent. Et les sous-traitants aussi. Et les sous-traitants, les entreprises. Tout ce monde-là consomme, va dans les magasins, achète des produits locaux, des produits de toutes sortes de produits, et donc enchaîne des entreprises qui vont s'effondrer et qui ne vont plus être des clients pour d'autres entreprises qui dès lors vont s'effondrer également. Alors, oui, c'est une baisse des revenus, mais qu'on peut avoir du mal à imaginer. Alors vous qui avez une formation de fiscaliste, il y a un sujet important. Est-ce que la province Sud est le principal pourvoyeur des ressources fiscales de la Nouvelle-Calédonie? Bien sûr, c'est à peu près 80% des ressources fiscales de la Calédonie et à peu près autant pour la CAFAT. En clair, si la province Sud était durablement affectée, les provinces Nord et Île le seraient également. Ah bah, évidemment, mais évidemment. Et alors, ce qui est grave, c'est que vous avez beaucoup d'aides sociales qui existent, mais qui n'existeront plus. Parce que quand il n'y a plus d'argent, on ne peut pas distribuer l'aide. Quand il n'y a pas, disait un ministre, entre guillemets, de l'économie récent. Donc l'aide médicale, il faudra oublier. Les allocations de solidarité, personnes âgées, handicapées, etc., on ne voit pas comment on va les financer, sauf à aller pleurer encore auprès de l'État. Ça va être notre seule ressource. Parce en Calédonie, il n'y a toujours enfin, les deux plus importantes ressources, ça a toujours été le nickel et la France. Voilà. Donc si on veut partir de la France et détruire l'industrie du nickel, je crois qu'on sera encore plus bas que le Vanuatu. Oui, alors, paradoxalement, les indépendantistes aujourd'hui qui mettent en cause la filière dans le Sud nickel et mines, mettent en cause les principales ressources de la Nouvelle-Calédonie. C'est comme ça qu'on pourrait schématiser la situation actuelle. Et tout le monde n'aurait d'autres ressources que de faire appel à la France, finalement. Exactement. Sinon, c'est la misère. Ça va être la misère partout. Et il n'y aura pas d'aéroport au Lechila. Et donc, on aborderait le troisième référendum dans des conditions telles que l'ensemble de la population, puisque les gens qui ont perdu leur emploi, qui sont dans la difficulté, dans la misère, qui ne peuvent plus être soignés, ne portent pas sur leur front étiquette indépendantiste ou pas. Ce sont des êtres humains. Et donc on aborderait le troisième référendum par un appel au secours à ce que les indépendantistes appellent la puissance coloniale. C'est cela? Oui. Et malheureusement, ça risque fort d'être ça. Vous savez, c'est ce qui se passe dans tous les pays devenus indépendants d'Afrique. Une pleure misère auprès de l'aide internationale et notamment auprès de l'aide de la France. C'est-à-dire que là où ils avaient un droit d'exiger de la France parce qu'ils étaient français, maintenant ils n'ont plus que le droit de mendier. Et c'est ce qui va arriver pour la Nouvelle-Calédonie qui fera partie, si cette occurrence se produisait, qui fera partie des pays mendiants du Pacifique. Regardez un pays comme la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Ce pays a
un des pays les plus riches du monde en matières premières. Un des plus riches du monde en matières premières. Et c'est un des pays les plus pauvres du monde. Parce que n'a pas su utiliser ces matières premières. Il y a eu des problèmes de révolte, etc., contre les entreprises qui ont fini par celles qui étaient installées à fermer et puis les autres à pas venir. Parce que quand il y a des conditions pareilles de révolte chez les gens, eh bien, les entreprises ne viennent plus. Les entreprises partent, les investisseurs ne reviennent plus. On va voir que le nickel, c'est une richesse quand elle est exploitée. Sinon, le nickel, c'est de la terre rouge. C'est de la terre. Ça ne sert absolument à rien. Voilà. Et ce qu'il faut bien aussi avoir en tête, c'est quand même que, au plan mondial, le nickel calédonien n'est plus la richesse, malheureusement, qu'il a été. C'est-à-dire que nous sommes concurrencés maintenant par des pays comme les Philippines ou l'Indonésie, qui ont autant, sinon plus, de minerais de nickel, mais qui sont exploités par des salariés qui perçoivent des salaires 10 fois inférieurs au salaire calédonien. Et un coût de l'électricité également 10 fois inférieur. Non, pas beaucoup. Beaucoup de difficultés pour nous à les concurrencer. Donc il faut les concurrencer ailleurs, sur la compétitivité, notre savoir, etc. Ce qui n'est pas évident, et aussi par la transformation. Alors quand je vois ce qui se passe, là, je me dis que c'est quand même extrêmement grave, parce que on ne voit pas ça, et on croit qu'on pourra continuer à exploiter notre nickel comme ça. Non. Il faudra faire des efforts de compétitivité malgré tout. Alors, si en plus on détruit l'appareil de production, on ne pourra pas s'en sortir. Eh bien, espérons que cette occurrence ne va pas survenir sur ces paroles préoccupantes, mais qui reflètent l'actualité du moment. Nous allons nous quitter. Pierre Bretonnier, merci de votre témoignage et de votre analyse. Merci de votre invitation.